Premier épisode, Mons, 1914. Bonjour à toutes et à tous. Le mois de décembre est là et un nouveau calendrier de l'OVNI commence. Comme chaque mois de décembre, dans ce podcast, nous proposons un épisode par semaine autour d'un sujet et un épisode de débrief entre Noël et le premier de l'an. Cette année, vous l'entendez peut-être, l'environnement sonore est un peu particulier. En effet, nous sommes en voiture et nous avons décidé de vous amener avec nous à Mons, une ville de Belgique dans laquelle se serait déroulé un événement particulier. Pour les habitués du podcast, vous en avez déjà entendu parler lors de notre hors-série en 2023. En effet, cet été-là, notre invité Jean-François nous racontait l'histoire d'une apparition lumineuse qui aurait eu lieu en pleine bataille au début de la Première Guerre mondiale et qui aurait pris le nom d'Anges de Mons. Il a suffi qu'une exposition sur ces Anges de Mons soit organisée au Mons Memorial Museum pour que notre curiosité soit piquée. Et nous avons donc décidé de vous amener avec nous sur les routes à la découverte de cette histoire en compagnie de plusieurs invités. Pour ce premier épisode, nous avons fait appel aux animateurs du podcast belge 20 minutes pour comprendre, spécialisé dans l'histoire et les relations internationales, pour nous faire un point sur la situation internationale en cette année 1914 et des forces en présence en Belgique et autour de Mons. Retrouvons-les tout de suite. En pleine Première Guerre mondiale, il y a eu le phénomène, qu'il y a eu un retour presse assez surprenant, qu'on appelait les Anges de Mons. On dit que d'un seul coup, en pleine bataille entre les Anglais et les Allemands, un phénomène lumineux, nuageux serait arrivé et aurait fait peur aux Allemands, bien sûr, qui se seraient enfuis. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI. Les Anges de Mons. Bien, bonjour Vincent et bonjour Simon. Nous voici donc partis sur les routes du nord de la France, direction la Belgique, pour cet épisode sur les Anges de Mons. Or, on ne peut pas parler des Anges de Mons sans parler de ce qui se passe en Belgique en 1914. Vous êtes donc podcasteur et vous avez réalisé une série d'épisodes très intéressants sur la Première Guerre mondiale, ce qui nous a amené à faire appel à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre podcast ? Bonjour à toutes et tous. Moi de mon côté, je m'appelle Vincent Gabriel. Je coproduis avec Simon le podcast 20 minutes pour comprendre. Et pour commémorer plutôt les 110 ans de la Première Guerre mondiale, on a lancé un projet un peu fou. On couvre en fait cette Première Guerre mondiale en temps réel, mais avec un petit retard, sur tous les fronts, donc l'Est, l'Ouest, l'Afrique, l'Asie. Et donc c'est dans ce contexte qu'on va discuter avec vous de la bataille de Mons. Donc pour ma part, je m'appelle Simon Desplanques, je co-anime avec Vincent le podcast 20 minutes pour comprendre. Et donc la série qu'il décrit, cette entreprise un peu folle dans laquelle il s'est lancé, s'inscrit dans le contexte le plus large du podcast, qui est un podcast de vulgarisation de questions internationales, stratégiques et historiques. C'est la raison pour laquelle on se frotte parfois aux questions historiques. Et depuis longtemps, Vincent nourrissait le projet de s'intéresser à la Première Guerre mondiale. Ça fait quelques années qu'il m'en parlait, on a profité des 110 ans pour effectivement transformer l'essai. C'est parfait et c'est un essai réussi, je trouve. Donc j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller jeter une oreille à votre podcast qui a pour nom 20 minutes pour comprendre, je le rappelle, et que vous trouverez facilement, alors soit sur la plateforme Ocha qui l'héberge, ou alors sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts. Donc merci à vous et on va maintenant vous laisser la parole pour un petit voyage dans le temps, puisqu'on va revenir en 1914, peut-être même avant, je ne sais pas comment vous allez présenter cette histoire, pour voir ce qui se passe en Europe et comment ça se traduit en Belgique et autour de Mons. Oui, voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, on n'est pas obligé de remonter très très loin dans le temps, mais pour mettre toutes les cartes sur la table, il faut se rappeler qu'il y a eu une montée des tensions énorme et progressive, en fait, tout au long, dans les premières années du XXe siècle. On va pas revenir sur ces étapes-là, mais on le sait, à Sarajevo, un coup de feu est tiré sur l'héritier
de l'archiduc François Ferdinand, donc l'héritier de l'empire des Habsbourg. Ça va mettre le feu aux poudres et par un jeu d'alliance, par un réseau de diplomatie, on va avoir un affrontement entre deux camps. D'un côté, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, qui vont affronter de l'autre côté la Russie, la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de la guerre, donc la guerre commence petit à petit fin juillet, et puis les affrontements commencent véritablement début août, bien en Belgique et en France, parce que l'Allemagne va attaquer la Belgique. Elle demande dans un premier temps, elle fait un ultimatum, elle demande à la Belgique de laisser passer les troupes allemandes pour qu'elle puisse frapper la France, car à l'époque, et depuis sa fondation en 1830, la Belgique c'est un État qui est neutre, et c'est une neutralité garantie, c'est-à-dire que les États autour d'elle, peu ou prou, promettent qu'ils feront en sorte que cette garantie, cette neutralité de la Belgique sera protégée. Et donc, la France, mais aussi surtout dans notre cas, c'est très important, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, sont presque obligés, en fait, bon, les traités, on en fait ce qu'on veut, mais s'ils veulent respecter ces traités, pour respecter leur image internationale, ils sont obligés de venir aider cette Belgique, puisque sa neutralité est véritablement violée. Les troupes allemandes, c'est le plan Schlieffen, que vos auditeurs connaissent peut-être. Les troupes allemandes vont en fait faire une sorte de coup de faucille, passer par la Belgique pour rentrer en France par leur nord-ouest et décapiter l'armée française en prenant Paris. Et on aura alors, c'est l'armée allemande, tout le loisir, une fois qu'on a fait tomber Paris, de reporter toutes nos forces vers l'est pour défaire la Russie et gagner la guerre. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, dans la manière dont on pense la guerre à l'époque dans les états-majors, c'est qu'on repose beaucoup sur des plans qui sont extrêmement élégants sur le papier. Donc, il y a une logique, en fait, formelle qui est magnifique derrière, mais qui, parce qu'on finit par les concevoir en vase clos, entre militaires, on oublie les réalités pratiques du terrain, on peut vous oublier la fatigue, mais également la résistance inattendue de l'adversaire, parce qu'à force de ne penser qu'en termes de plan, en termes de lignes qui bougent sur des cartes, on peut oublier parfois ce qu'on appelle en termes militaires la friction, c'est-à-dire l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité et l'accomplissement d'un ordre, l'exécution d'un ordre sur le terrain. Et ce que dit Simon est super important parce que donc ces grands généraux allemands qui prévoient presque en robe de chambre leur plan de bataille, eh bien ils sous-estiment complètement l'armée britannique. Mais complètement. Et ça c'est super important pour notre contexte. On sait tous que l'Empire, on sait tous ou pas d'ailleurs que la Grande-Bretagne à l'époque c'est un empire, c'est l'hégémone universelle. Elle contrôle les mers, elle contrôle les océans, elle a des colonies un peu partout, et ça veut dire que si elle veut contrôler ces colonies, elle a besoin d'avoir une armée pour intervenir dans ces colonies et remettre l'ordre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, il nous faut une armée de professionnels. Donc des gens qui sont formés, qui sont entraînés, qui sont vraiment des professionnels du combat, de la bataille. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est dans le nom de cette armée anglaise, armée britannique, pardon, c'est la British Expeditionary Force. Et dans Expeditionary, il y a expéditionnaire. Donc le but de cette armée, c'est d'aller en fait faire la guerre loin des côtes anglaises, britanniques, dans le but que bien le combat n'arrive pas sur la mère patrie en quelque sorte. Et ça, c'est assez étonnant, mais les Allemands ne prévoient pas du tout. Ils estiment que c'est vraiment un tigre de papier et que ça va aller sans problème. On va battre cette armée britannique. On a peur de la France, mais pas du tout des Britanniques. Or, il se trouve que donc, en début août, les armées allemandes entrent donc en Belgique. Elles entrent aussi en France par l'Est. Et alors, il faut aussi peut-être tordre le cou. C'est pas une humanité énorme et débordante qui va pousser le gouvernement britannique à venir aider la pauvre petite Belgique. On le sait, c'est surtout la géopolitique, parce qu'en fait, si la Belgique tombe, c'est déjà le cas à l'époque napoléonienne, ça veut dire que les côtes belges tombent, en particulier Anvers, et ça veut dire que de là, on a tout ce qu'il faut pour envahir la Grande-Bretagne. Il faut donc absolument protéger, peut-être pas forcément la Belgique, mais en tout cas protéger ses côtes. Et ce que dit Vincent est extrêmement important parce que c'est effectivement la place centrale de la Belgique sur l'échiquier ouest européen qui explique l'intervention britannique. Le fait que le roi Albert ait décidé d'honorer ses obligations par traité, c'est très très bien, mais en réalité c'est la perspective d'une agression belge qui va mener Londres à intervenir.
si Paris seul s'était retrouvé confronté à l'Empire allemand, il n'est pas sûr qu'en réalité les forces expéditionnaires britanniques seraient intervenues. Donc c'est véritablement la violation de la neutralité de la Belgique et le respect de ses obligations par le roi Albert qui va amener Londres à intervenir, parce que il n'était pas non plus garanti que la Belgique joue le jeu. Donc comme disait Vincent, la formule est très très belle, mais les traités on en fait ce qu'on veut. L'ultimatum allemand avait pour objectif précisément d'obliger le roi Albert quelque part, ou de lui serrer la main en disant on fait passer nos troupes à travers la Belgique, et puis on envahit la France, à la rigueur on ne touche pas à la Belgique. Et c'est aussi ça un élément à prendre en compte qui va être très important dans les semaines qui vont venir, c'est la résistance inattendue de la Belgique dans certaines places fortes, et qui vont ralentir la bonne exécution du plan Schlieffen qu'on évoquait précédemment. Et ce plan Schlieffen, donc, il commence par attaquer à l'est de la Belgique la position fortifiée de Liège, qui va tenir un petit peu, mais qui va finir par tomber. Et donc, on traverse la Belgique de l'est vers l'ouest, et on arrive vers un cadenas, une sorte de triangle. Au sud de ce triangle, il y a Dinan. On remonte la Sambre, on arrive à Namur, et à l'ouest de Namur, on arrive dans la ville de Mons, qui va nous attirer ici. Et donc on a en fait une sorte de triangle qu'on a situé ici de façon visuelle à l'oral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux fleuves et ces trois villes, elles verrouillent l'entrée au nord-ouest de la France. Donc c'est crucial. Si les Allemands arrivent à passer, ils pourront ensuite descendre et ils ont un boulevard pour décapiter la France en frappant Paris. Et c'est donc là que va se jouer l'histoire qui nous occupe aujourd'hui. Alors, il faut bien se dire que faut se rappeler qu'il y a la guerre continue à l'est de la France, la guerre continue aussi à l'est de l'Allemagne en Russie. Donc, tous ces théâtres sont connectés et se passent en même temps, mais on peut pas résumer tout ça ici. On peut simplement rappeler que donc, autour de la ville de Namur, les Allemands entament le siège de cette position fortifiée le 21 août. Bruxelles est tombée la veille, donc le 20, donc on sait que la Belgique va tomber. Une semaine auparavant, les Britanniques débarquent, ils sont en France. Ils débarquent du côté du Havre en plusieurs moments. C'est déjà ça une prouesse dont on ne parle jamais. Et il y a 80 000 hommes qui débarquent, qui traversent la Manche sans une seule perte. Il n'y a même pas une barque qui coule. Donc c'est déjà une manœuvre brillante. Ouais. Puis alors, ils vont marcher, ils vont remonter du Havre vers Mons, on est un peu plus loin que Valenciennes pour les Français, et les Britanniques franchissent la frontière belge le 20 août, donc le jour où Bruxelles tombe, et alors que les Allemands sont en train d'assiéger Namur, une des pointes de notre triangle. Il y a des premiers affrontements, des premiers accrochages, mais qui sont mineurs, le 20, le 21 et le 22, mais bon, c'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'il n'y a pas de mort. La première victime britannique, c'est le 21 août, c'est un jeune homme de 17 ans. Parce que c'est une armée professionnelle, mais qui aussi repose sur des volontaires, parce qu'ils ont compris avant tout le monde que cette histoire, cette guerre, elle va pas être terminée pour Noël, et qu'on va donc avoir besoin... Le problème d'une armée de professionnels, c'est qu'on n'est pas beaucoup, et il faut quand même de la masse pour tenir ce combat. Donc, la première victime, c'est donc un jeune homme de 17 ans, mais le plan du maréchal Joffre est assez simple. On va mettre les Britanniques le plus à l'ouest possible de la ligne de défense, et là, ils tiendront la main à la 5e armée française, qui est placée, elle, entre Namur et Mons, autour de la ville de Charleroi. Les Britanniques prennent leur position, donc, vraiment, ils entrent du côté de Mons le 23 août, c'est le jour du début de cette bataille. On va pas la résumer, mais il faut quand même se dire que Mons, il y a un canal qui va donc de la ville de Mons vers l'ouest, vers Condé. Ce canal aujourd'hui n'existe plus. À l'époque, c'est le canal Mons-Condé. Et il faut bien comprendre que si j'en parle, c'est pas parce que, juste pour faire de la géographie, c'est parce que c'est quand même difficile de traverser un canal, raison pour laquelle il faut prendre la ville de Mons. Les Britanniques, qui sont forts de 80 000 hommes, 2 corps expéditionnaires, se répartissent le long de ce canal, avec aussi une poche, et dans la stratégie militaire, une poche, on appelle ça un saillant, en général. Donc c'est une bulle qui dépasse le canal, au niveau de l'est de ce canal. L'est de ce canal, c'est donc la ville de Mons. Donc les Britanniques font une poche au nord de cette ville de Mons. C'est la raison pour laquelle on va parler de la bataille de Mons, et c'est la raison pour laquelle on en a parlé, mais on peut le redire. Il y a un Mons Memorial Museum qui est situé justement dans cette ville, qui font notamment une exposition au sujet de la bataille de Mons et des anges de Mons,
qui vont intervenir maintenant. Donc les soldats britanniques s'installent dans cette ville de Mons. Disons-le, on l'a pas encore tout à fait dit, mais en fait c'est la première fois depuis la guerre de Crimée, au milieu du 19e siècle, que l'armée britannique est à nouveau déployée sur le sol européen. Donc c'est vraiment pour situer ce côté expéditionnaire. Et alors ils sont armés, c'est très important, il faut pas faire du matériel pour faire du matériel, mais ils sont armés d'un fusil, le Lee Enfield MK3, qui est un très 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 bon fusil. Et deuxième élément, ce sont des soldats professionnels qui ont ce qu'on appelle le Fire and Movement Tactique, donc ils ont l'habitude de tirer très fort, de recharger très rapidement, pour faire en quelque sorte s'abattre un rideau de balles sur l'adversaire, et puis de pouvoir se déplacer. Donc c'est vraiment fort important de comprendre, troupes super entraînées et donc super bien équipées. Et la bataille de Mons commence, elle était prévue, donc au même moment a lieu la bataille de Charleroi, qui est une bataille de rencontre, c'est-à-dire que les Français tombent sur les Allemands et se mettent dessus. Là, du côté de Mons, c'est quelque chose qui est prévu, on savait que les Allemands allaient arriver et on savait qu'on devait tenir. Sauf que les Allemands sont 2 fois plus nombreux, on estime qu'il y a 160 000 Allemands pour 80 000 Britanniques. Certes, ces Britanniques sont en position défensive, mais ils sont en fait étirés le long de ce canal parce que dès que les Allemands parviennent à le traverser ou à faire tomber la ville de Mons, ils auront de facto gagné parce que c'est en effet tout le nord-ouest de la France qui sera alors menacé. Et on peut raconter, c'est assez important dans la mémoire montoise, il y a 2 soldats britanniques qui vont vraiment être des rockstars, bien que leur destin sera tragique. Ce seront les 2 premiers soldats qui seront décorés de la Victoria Cross de cette grande guerre, donc pendant la Première Guerre mondiale. Le premier, c'est le lieutenant Dease, qui, sur un des ponts de la ville de Mons, le pont de Nimy, va être blessé par 5 balles, mais il va continuer, c'est Rambo ou je sais pas quoi, le Terminator, il va continuer à mitrailler les Allemands pendant toute la journée, et donc il sera décoré, on va réussir à le faire sortir, mais il mourra quand même de ses blessures. 5 balles, il faut quand même le faire pour survivre à ça. Et le deuxième, qui est peut-être encore plus épique, c'est le soldat Godley, donc c'est un simple soldat qui est sur le pont de Glun avec sa mitrailleuse. Il bombarde et il canarde donc les soldats allemands toute la journée, alors que donc la ligne commence à rompre un peu partout au cours de cette journée. Donc là, on commence à savoir que, les Britanniques commencent à savoir que cette bataille va être perdue. En plus, on apprend qu'à l'est, donc à droite des soldats britanniques, à Charleroi, les Français sont obligés de se retirer. Ça veut dire, en fait, ce qui se passe, c'est que si on se retire pas, nous, les Britanniques, on risque d'être encerclés. Donc déjà, c'est pas super. Mais surtout, cela voudra dire que la mère patrie n'aura plus de soldats pour la défendre, puisqu'ils sont déployés, pour l'instant, là, en Belgique. Et donc, ils vont commencer à se retirer, ces soldats britanniques, mais notre bon vieux soldat Godley, lui, il reste sur son pont, il continue de mitrailler pour couvrir les arrières de ses compatriotes, puis une fois qu'il voit que la retraite est en bonne place, vu qu'il a une très bonne mitrailleuse, il la démonte, il la jette dans l'eau, et là il se rend. Et donc son destin est moins tragique que celui du lieutenant Dease, mais ces 2 hommes, donc, pour leur courage, seront décorés de la Victoria Cross. Je vous l'ai dit, en fait, partout, dans tous les points de ce front, les soldats britanniques vont se battre comme des lions, ils vont se battre courageusement, et tellement fort, vu que c'est cinématographique, il y a tellement peu de chances de s'en sortir que c'est de là que d'aucuns ont fait naître un mythe ou une explication, ou en tout cas, c'est tellement courageux qu'il y aurait des anges qui seraient descendus et qui auraient aidé ces soldats britanniques à se battre. C'est donc sous le feu des Allemands, au milieu du fracas des armes et avec la peur d'être pris, que ces hommes vont entamer une retraite héroïque et désespérée. Sur les hauteurs de Mons, un soldat britannique cherchant un secours lève les yeux au ciel et exhorte Saint Georges, le saint patron des Anglais, à leur venir en aide.
Sur le coup, il ne se passe rien. Mais quelques kilomètres plus loin, quelque chose semble changer dans le ciel, éclairé par les incendies et les armes. Des nuages lumineux semblent se former. Et soudain, ils se déchirent pour laisser passer une lumière aveuglante. Les soldats regardent cette lumière et croient y deviner des formes. Se souvenant de l'invocation à Saint-Georges, c'est lui qu'ils croient voir dans la lumière, monté sur un cheval et accompagné d'anges. Et ces anges ne sont pas des angelots doux et paisibles des récits religieux, ce sont des guerriers célestes, armés d'arcs et de flèches comme l'étaient autrefois les archers anglais lors de la bataille d'Azincourt. Les soldats allemands se figent, terrorisés par cette apparition et par les flèches qui s'abattent du ciel sur eux. Les Anglais, eux, sont galvanisés et redoublent d'efforts et d'ardeur. Et ils arrivent enfin à rejoindre les lignes en France avant d'être pris à revers par les Allemands. Ils sont sauvés. Ils se sont sortis d'une situation très dangereuse malgré un rapport de force très déséquilibré et défavorable. Dès lors, dans les rangs des soldats se met à courir une rumeur. Ce sont des lumières célestes qui auraient permis ce miracle. Et ces lumières, elles vont prendre pour nom les anges de Mons. Alors, dans les témoignages qu'on a pu voir, il y a pas mal de... En fait, il n'y a pas l'apparition qui a eu lieu juste à la bataille de Mons, il y en a aussi qui ont eu lieu pendant, il y a des témoignages qui ont eu lieu pendant la retraite. Et ressemblait à quoi cette retraite? Parce que j'imagine que quand on est à pied et qu'on a aux trousses toute une armée 2 fois plus nombreuse avec, j'imagine, de la cavalerie ou des choses comme ça, Ouais. C'est des marches jour et nuit. Et en fait, ces hommes, mais dans les deux armées, ils sont épuisés. Enfin, ils marchent des kilomètres et des kilomètres. On mange pas bien. En plus, évidemment, quand c'est comme ça, quand vous partez à la guerre, tout le monde vous dit que vous allez gagner. Il se trouve que vous gagnez pas. Vous êtes en train de perdre. Mais c'est Laurence von Ypperzel qui a cette formule que je trouve magnifique. La première patrie, c'est la famille. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est que le Britannique, s'il est capturé, il sait qu'il n'y a pas de soldats pour protéger sa famille. Donc, on est dans un état de stress inimaginable. En plus de ça, cette retraite, c'est pas simplement coucou, on part en expédition avec notre sac. C'est une retraite combattante parce que il faut sans cesse essayer de ralentir le flot d'Allemands qui se déverse sur nous. Et donc, notamment lors de la bataille de Ducato ou la bataille de Guise pour les Français, on a là des hommes qui sont d'un courage incroyable parce qu'ils sont en infériorité numérique totale et ils arrivent à mener le combat et à tenir tête aux Allemands. Qu'il faut effectivement, grosso modo, il y a 2 types en fait de réactions à l'issue d'une défaite, puisque c'est ça dont il s'agit. La résistance britannique, elle est héroïque, mais ça n'en reste pas moins une défaite. C'est soit la débâcle, soit une retraite plus ou moins organisée. Et une fois que la débâcle, on compare parfois la mécanique d'une débâcle à une épidémie. Une fois que un soldat, une unité est atteint d'une prise de panique, elle ne répond plus aux ordres, elle fuit et c'est incontrôlable. Il va falloir parfois il faut des dizaines de kilomètres pour reconstituer des lignes. Ici, Vincent l'a bien dit, avec notamment la bataille de Ducato, on parvient du côté britannique à maintenir une cohésion de groupe et surtout, pour les raisons psychologiques qu'il a expliquées, et surtout, on parvient à mener ce qu'on appelle des combats d'arrière-garde. On recule, mais on continue à faire feu. On continue à essayer de mettre des bâtons dans les roues de l'armée qui vient de nous battre. Et c'est ça qui est vraiment important ici à comprendre, c'est que malgré l'ampleur de la défaite, il y a quelque chose. On parvient à garder un semblant de discipline. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on a une idée du barda d'un soldat à l'époque? Qu'est-ce que ces soldats anglais avaient sur le dos lorsqu'ils font leur retraite? Est-ce qu'ils se trimballaient beaucoup de poids? Comment ça se passait? Alors, sur le soldat britannique, en général, je ne sais pas trop, mais on sait dire, en fait, que la moyenne de toutes les armées, ils ont environ 30 kilos d'équipement sur eux. Surtout vu que ce sont des soldats expéditionnaires, ils ont l'habitude, donc ils sont la plupart assez bien équipés. Et le but, c'est de tenir plusieurs jours, donc il y a plusieurs rations, il y a de quoi se faire un petit réchaud, et puis surtout son équipement, les mitrailleuses et les fusils, qui pèsent un certain poids, oui.
Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, au niveau psychologique, c'est que les deux armées, quelque part, ont des éléments qui vont jouer en leur défaveur. Les Britanniques viennent effectivement, comme l'a dit Vincent, de se prendre quand même une sacrée rouste, même si la retraite n'est pas une débâcle. Et de l'autre côté, vous avez des Allemands qui voient que certes, ils avancent, ils gagnent, mais ont face à eux une résistance beaucoup plus importante que ce à quoi ils s'attendaient. Et dans les deux camps, on commence à entrevoir la perspective que cette guerre, elle va durer. Alors, on n'a pas encore d'idée précise, mais on voit qu'en fait, la victoire n'est pas aussi simple que ce qu'on vous a dit. Les marches forcées, parfois de plus d'une trentaine de kilomètres par jour, voire 40 avec plusieurs kilos sur le dos, il faut bien comprendre ce que ça représente sur le mental, ça vous rend mort de fatigue. Il n'y a pas si longtemps que ça, Arte a diffusé un excellent documentaire sur la bataille, sur la campagne de Barbarossa, donc l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, et dedans on vous explique que certains soldats tombent d'évanouissement après des dizaines de kilomètres de marche. Et c'est ça qu'il faut comprendre également, c'est que tout ça joue sur votre mental, vous dormez mal, vous dormez peu, et surtout, il faut bien comprendre que, alors on n'est pas encore dans des combats d'artillerie homériques, comme on va en voir à partir du moment où le front se stabilise, avec la frayeur que peut causer un tir d'un barrage d'artillerie, mais il n'empêche que le feu tel qu'on le voit à l'époque, on ne l'a pas connu. Personne ne l'a connu en fait. L'armée britannique a fait des expéditions dans ces colonies, mais effectivement, on pourrait parler de combats asymétriques. Les populations des pays colonisés n'ont absolument pas le matériel pour opposer une résistance comme celle que vient d'opposer l'armée allemande. Donc, c'est du jamais vu pour les deux camps. L'intensité, la violence des combats. C'est pas pour rien qu'on parle de la Grande Guerre, tout simplement parce que c'est une guerre industrielle. Alors on peut parler de la guerre de sécession aux États-Unis, mais personne dans les rangs des deux armées ne l'a fait, personne ne l'a vu. Et donc, la violence de la guerre telle qu'elle est en train de s'annoncer, elle va aussi peser et jouer sur le mental. Alors toujours pour essayer de comprendre les conditions le jour où les lumières sont apparues dans le ciel de Mons, je voudrais savoir si on connaît les conditions atmosphériques qu'il y avait pendant cette retraite. Parce que je pense que c'est lié à la manière dont on nous montre la Première Guerre mondiale en France. Mais ici, vu du sud-ouest, donc de la France, on imagine toujours un ciel gris, de la pluie et de la boue. C'était peut-être pas le cas à ce moment-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, la bataille de Mons, elle est à rebours de tous les clichés, entre guillemets, de toute l'image d'Épinal, avec les guillemets qui s'imposent à nouveau, qu'on a de la guerre de 14. Vous l'avez tous les deux évoqué, les tranchées, la boue. C'est pas tellement le cas. Alors peut-être que Vincent détaillera les conditions météo, puisqu'il a plu ou pas, mais on est encore dans des guerres qui sont dans une guerre qui est relativement mouvante, qui n'est pas du tout une guerre de tranchées. Et c'est un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on parle des combats d'août 14. Les tranchées n'apparaissent qu'au mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Vincent a d'ailleurs intitulé l'un des épisodes de notre saga sur l'apparition des tranchées, parce que c'est un véritable phénomène qui traverse d'ailleurs les frontières du champ de bataille. Aussi bien à l'ouest qu'à l'est, les tranchées apparaissent au même moment, mais non, ici, ça n'est pas encore le cas. On est dans des combats relativement mouvants sur une ligne de front qui évolue très très vite, comme on l'expliquait avec la bataille autour du triangle de Namur, Dinant, Charleroi, Mons. Donc, en fait, c'est quelque part un effort aussi à faire sur nous-mêmes quand on envisage cette bataille, c'est de dire elle est mobile, et ce n'est pas du tout ce qui va se passer, ne serait-ce que 3 ou 4 mois plus tard. Ouais, et en fait, j'aurais même tendance à dire d'abord deux éléments. Au niveau de la météo, je ne sais pas, mais ça c'est intéressant parce que donc ça n'a pas joué. Ça n'a pas influencé. D'ailleurs, pour vous dire, lors de la bataille de Mons, c'est un dimanche, et donc la population est toujours là. Et donc, on est endimanché. Donc, c'est-à-dire qu'on s'apprêtait à aller à la messe. Donc, ça, c'est dans les témoignages qu'on a. Donc, ça me permet d'inférer le fait que c'était pas une tempête de neige en plein mois d'août. Je veux dire, ça avait l'air d'être assez normal. Et en fait, pour bien se dire, tiens, mais c'est pour comprendre à nouveau ce que vivent ces gens-là. À quoi ça ressemble la bataille de Mons? Eh bien, imaginez la ville à côté d'où vous viviez, et on s'y bat maintenant. Par exemple, ici en Belgique, il fait froid, mais déjà, on est en fin novembre et pas fin août, donc il fera meilleur, mais il n'y a pas encore de tempête, de neige ou de boue. Cette boue, elle va, comme vous dites, elle va vraiment faire partie inhérente de la Première Guerre mondiale à partir du moment où on va creuser les tranchées, à partir du froid qui arrive fin septembre, début octobre. Mais pour l'instant, en fait, ces premières semaines de la Première Guerre mondiale, c'est plutôt dans notre imaginaire collectif comme la bataille. Nous, on appelle ça en Belgique la campagne des 18 jours, donc la Deuxième Guerre mondiale, en fait, où ça bouge, on sait pas... Alors, dans la Deuxième Guerre mondiale, ça bouge très très vite parce que la guerre est mécanisée. Ici, ça se fait encore au pas du cheval.
du cheval ou des hommes. Et donc il n'y a pas encore ces conditions-là, et c'est aussi une bataille de ville, en fait, la bataille de Mons. Donc on arrive bientôt à la fin de cet entretien, qui était donc nécessaire pour comprendre vraiment ce qui se jouait autour de Mons quand cet épisode lumineux est apparu dans le ciel. Et avant de se quitter, j'aimerais quand même, pour montrer à quel point le territoire belge a été marqué par cette Première Guerre mondiale, nous parlions avant d'enregistrer avec vous de quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence et qui s'appelle les moissons de fer. Alors rien que le nom est impressionnant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? C'est quelque chose que vous avez en France aussi avec ce qu'on appelle les zones rouges. Donc ce sont des zones qui, en fait, aujourd'hui encore, sont considérées comme hautement dangereuses parce qu'ayant été contaminées par des produits toxiques qui étaient contenus dans les obus, dans les munitions utilisées par les deux camps. Et si vous tapez sur Internet « zone rouge France », vous voyez véritablement le contour de la ligne de front, en gros, telle qu'elle sera matérialisée à très grands traits, parce qu'il y a évidemment eu quelques évolutions, mais entre septembre-octobre 14 et 1918. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que sont les moissons de fer ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, dans les champs, notamment du côté d'Ypres, où il y a eu toute une série de batailles, mais en fait on parle de généralement 3 batailles d'Ypres, en 14, en 15 et en 17, vous allez avoir des agriculteurs qui, chaque année, quand ils moissonnent leur champ, ou quand ils le retournent, trouvent encore aujourd'hui des restes d'obus, au mieux, au pire, des obus qui n'ont pas explosé. Et donc vous avez encore une unité de déminage de l'armée belge qui est régulièrement appelée à se rendre sur le terrain, parfois fermer le champ, faire exploser les charges. C'est une première chose. Vous pouvez aussi retrouver des restes humains. Et jusqu'il y a peu, et même régulièrement, en fait, vous avez encore parfois des corps qui sont retrouvés au hasard de la construction d'une route. On construit un lotissement, par exemple, dans cette région de Flandre, donc tout à l'ouest, dans ce qu'on appelle le West Hook, donc le coin occidental littéralement de la Flandre. Vous faites de nouveaux aménagements, vous construisez une canalisation d'eau, et hop, on retrouve tout d'un coup 3 corps, l'un à côté de l'autre, qu'on tente d'identifier, et dans certains cas on y arrive. Vous avez ensuite des délégations des pays qui viennent assister aux obsèques, et on enterre ces personnes, quand on parvient à les identifier, en présence de leur famille, avec les honneurs de leur pays respectifs. Donc vous avez parfois de temps en temps une délégation des pays du Commonwealth qui viennent, des Canadiens, des Anglais, mais aussi des Néo-Zélandais qui viennent, parce que c'est quelque chose de toujours actif. En fait, le paysage est toujours marqué. Et si vous allez visiter certains musées de la région, notamment à Ypres, vous pouvez voir des prises de photos satellites des champs au fur et à mesure des saisons, et vous pouvez voir qu'en fait on peut encore dans certains endroits très nettement observer une couleur de la terre qui est très différente. Ce sont les installations des tranchées, et il y a certains espaces qui sont encore tout simplement tellement marqués qu'en fait vous avez des cratères d'obus qui sont parfaitement visitables, parce qu'à partir en 1917 notamment, il va y avoir la bataille de Messine, et au cours de cette bataille il va y avoir l'usage de mines souterraines dont la déflagration est tellement forte qu'on va la ressentir, que les sismographes à Londres vont pouvoir la mesurer. Donc il faut se rendre compte de ce que c'était. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines, donc creuser sous les positions de l'adversaire, mettre des charges explosives pour tout faire sauter. Et vous avez dans certains éléments du paysage en Flandre, à nouveau, qui ont été formés au moment de cette bataille. Vous avez notamment toute une série de cratères qui aujourd'hui sont de très jolis étangs, mais qui à l'époque n'étaient ni plus ni moins que des cratères d'obus ou de mines explosées qui ont marqué à jamais le territoire, et dont on ressent encore tous les effets aujourd'hui, avec donc ces moissons de fer et autres dépouilles qu'on retrouve de ça de là. Il y a un lien avec les ovnis quand même, avec le cas de Royan, où effectivement l'ovni c'était pareil. Un reste Debelwerfer, je pense. C'est ça, oui. C'est ça, exactement. Eh bien, ça me paraît être une bonne conclusion dans laquelle les ovnis rejoignent le champ de bataille, ce qui finalement boucle bien la boucle. Dans ce podcast, nous vous disons souvent que s'intéresser aux ovnis peut amener à s'intéresser à de multiples sujets. On l'a déjà vu plusieurs fois dans les histoires avec de l'entomologie, avec de la biologie. Et pour ce calendrier de l'OVNI, eh bien, on s'intéresse à la Première Guerre mondiale en Belgique. Donc un grand merci à Vincent et à Simon que vous pouvez retrouver dans leur podcast 20 minutes pour comprendre, avec divers sujets liés aux relations internationales et à l'histoire. Et donc cette série sur la Première Guerre mondiale qu'ils suivent de manière chronologique plus de 100 ans après, ce qui est vraiment un beau défi. Quant à nous, notre enquête se poursuit la semaine prochaine avec une visite à Mons
et au Memorial Museum pour appréhender le rapport des Montois à cette fameuse histoire des anges. Rendez-vous la semaine prochaine avec nos invités pour la suite du calendrier de l'OVNI. En attendant, n'oubliez pas, regardez le ciel. Et gardez l'œil ouvert.